BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Bienvenue dans l'entretien HEC. Vous savez, on est ensemble pendant 1 heure. L'idée, c'est de faire repasser son grand entretien à un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise. 1 heure avec Vincent Beaufils, que je salue. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Directeur de la rédaction de Challenge. Les entretiens HEC, c'est évidemment avec HEC. C'est avec Bain, le cabinet de stratégie. Et puis, on va peut-être pendant 1 heure essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui fait avancer ce dirigeant. Le dirigeant, aujourd'hui, c'est le président du leader mondial des pneumatiques, Florent Menegaux, le président de Michelin. Merci Edwige. Et donc cet entretien est une interview multicanale puisque elle paraît à la fois dans le Challenge, le print, mais aussi dans le digital sur les sites de BFM Business et de Challenge. Et puis grâce à la magie du numérique, il y a des replays quand on veut. Et en plus, plusieurs fois selon les week-ends sur BFM Business également. Florent Menegaux, bonsoir ou bonjour. Bonsoir ou bonjour, Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. On va quand même rappeler que Michelin, c'est 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'était en 2020. Il faut dire que la crise est passée par là. Pour 2021, vous avez d'autres ambitions. C'est 123 000 employés de par le monde, et notamment en France. Et bien sûr, vous avez votre site à Clermont-Ferrand. Cette émission, cet entretien, l'HEC, il est divisé en 4 grosses parties. Il y a une partie qui est sur l'actualité, il y a une partie sur le business, vraiment, du groupe Michelin. Et puis, il y a le Bain qui viendra nous donner sa vision stratégique de votre industrie. Et puis, un micro-trottoir, les étudiants d'HEC. On leur a demandé, Michelin, c'est quoi le bibendum? Est-ce que ça vous tente? Vous allez voir, pour une fois, c'est assez positif. Et puis, bien sûr, des questions posées par les alumni d'HEC. Il y en a beaucoup. Tout de suite, les questions d'actu. Alors, Florent Menegaux, vous avez pris vos fonctions il y a exactement 2 ans, juste au moment où effectivement nous sommes entrés dans cette crise de pandémie. Et en parallèle, il y avait cette incroyable transformation de l'industrie. Après un plongeon qu'on n'avait jamais connu dans l'automobile, est-ce que vous avez le sentiment, cette fois, que le marché reprend, qu'on est sorti de la crise ? Oui, merci de le rappeler. Alors, heureusement, j'avais quand même été bien préparé pour ma prise de fonction, ce qui fait que quand nous sommes rentrés dans la crise, et nous avons pu faire face très correctement. Mais la crise a été quand même sévère. Il faut se rappeler que, je le rappelle, au mois d'avril 2020, nous avions une perte de 75% de notre chiffre d'affaires, donc les 3/4 de notre chiffre d'affaires en Europe. Donc, c'était assez considérable comme impact. Donc oui, alors après chaque crise, j'ai appris dans mon expérience professionnelle qu'il y avait toujours une reprise. Et là, la reprise, on la voit arriver assez fermement. Le monde reprend son activité et la mobilité reprend son juste cours. Et à quel moment on va retrouver précisément les immatriculations de 2019 ? Alors, nous avons établi que notre sortie de crise serait... on serait au rythme de 2019 dans le second semestre 2022. Aujourd'hui, on a une reprise qui est plus forte que ce qu'on avait prévu, mais on n'est pas encore sur le chiffre d'affaires au niveau de 2020. Justement, comment Michelin a affronté cette crise sanitaire? Donc, je le disais, un chiffre d'affaires qui a été en repli de 15%. Mais comment vous l'avez affronté? J'ai envie de dire presque personnellement. Eh bien, en fait, au moment où la crise s'est imposée, elle a démarré pour nous dès la fin 2019 en Chine. Donc, on a commencé à voir que les choses étaient sérieuses dès janvier 2020. Et ensuite, quand ça a commencé à se répandre en Europe et dans le reste du monde, on a su qu'on était rentré dans une crise qui serait beaucoup plus sévère que ce qu'on imaginait à l'époque. Et donc, moi, j'ai eu comme priorité, d'assurer la sécurité et la santé de tous nos salariés. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que Michelin a arrêté ses usines plus tôt que tout le monde, parce qu'on a compris très vite que la crise serait importante et qu'il fallait qu'on se mette en disposition dans nos usines. Et la deuxième priorité, c'était d'assurer que le groupe, financièrement, serait capable d'affronter une crise extrêmement majeure. Et nous sommes rentrés dans la crise, et puis finalement, ces 2 mesures très simples ont permis à toute l'entreprise de se mobiliser, et nous avons passé cette crise je pense, dans les meilleures conditions possibles. Une reprise qui est forte, certains voudraient la voir encore plus forte. Il y a évidemment toujours cette épée de Damoclès de la crise sanitaire. Florent Menegaux, la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce que ça reprend beaucoup? On est en France, mais évidemment, vous êtes dans le monde entier. Où est-ce que vous voyez les signaux les plus positifs?
Alors la Chine, dès le mois d'avril 2020, est repartie sur un rythme supérieur à 2019. Donc la Chine est déjà dans un mode de croissance élevé et la Chine aura une croissance très forte en 2021. On voit l'Amérique du Nord repartir assez vite. L'Europe a une reprise assez vigoureuse et on voit les pays plutôt du Sud, donc l'Inde, l'Afrique, Moyen-Orient et l'Amérique du Sud, souffrir plus des effets du Covid. Et donc on a une reprise qui sera plus lente dans ces pays-là à cause de ça. Et on n'est pas encore sorti de la crise. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de reprise, mais il faut se rendre compte que le monde est encore dans une période de Covid intense. Mais Florent Menegaux, il y a des signes. Par exemple, ce déjeuner que vous avez eu il y a quelques jours avec le président Macron, avec 6 autres leaders de l'industrie et de la finance, montre qu'on réfléchit au monde d'après, à la sortie. Qu'est-ce que vous a dit le président? Et vous, qu'est-ce que vous lui avez dit? Je crois que vous avez parlé d'un risque de colère. Alors, colère sociale, oui. Oui, je ne vais pas divulguer ce qui était une conversation privée avec le président. Par contre, je peux vous dire ce que je lui ai dit et quel était mon sentiment, puisqu'on m'a posé la question, en disant que je pensais que les fondamentaux de l'économie étaient sains, qu'il ne fallait pas avoir peur de la croissance, qu'il fallait plutôt aider à réglementer et réguler les règles du jeu au niveau international, et puis qu'il fallait mettre en place des réglementations qui permettaient d'avoir une croissance moins impactante, mais la croissance est nécessaire pour faire face à la croissance de la population. Et la deuxième chose que je lui ai dite, c'était de dire, à travers cette crise, on se rend compte que le fossé social peut s'être accentué et même dans ces questions écologiques, il peut y avoir une très grande disparité entre des gens qui peuvent se payer une transition écologique et des gens qui ne peuvent pas se la payer. Et ça, c'est une préoccupation forte. Et donc, je lui dis qu'il était très important dans cette période-là de faire preuve de beaucoup d'attention à ces questions-là. Les Gilets jaunes qui ont eu d'autres formes au Chili, dans d'autres parties du monde, étaient encore là. Elle marquait simplement le fait qu'il y avait des gens qui se sentaient finalement incapables de faire face au monde dans lequel on est projeté. Et ça, pour moi, c'est plus ce sujet-là qui est une priorité. On va revenir sur tout ce qui est transformation, évidemment, vous êtes très intéressant chez Michelin, parce qu'en plus, vous avez vraiment accéléré cette transformation durable et technologique. Mais quand même, je voudrais, il y a l'autre point fort, évidemment, il y a eu la crise économique, crise sanitaire, avec la conséquence, le télétravail. Comment ça s'est passé, le télétravail, j'ai envie de dire, vu de Michelin, de Clermont-Ferrand, comment ça s'est passé? Alors, il y a des réalités. D'abord, en usine, il y a une partie des fonctions en usine qui ne peuvent pas être télétravaillées. Donc, ces fonctions de production, il a fallu, une fois qu'on a mis en sécurité le personnel, les reprendre le plus vite possible. Par contre, toutes les fonctions administratives ont pu être télétravaillées. Et donc, au début, on a systématisé le télétravail. Et puis, progressivement, on s'est rendu compte que les personnes vivaient ce télétravail différemment. Et qu'il fallait finalement être plus souple. Et donc, à partir du moment où dans les lieux de travail, on était en sécurité sanitaire, on avait des masques, du gel, les distanciations de sécurité, les protocoles sanitaires qu'il fallait, on pouvait finalement faire revenir les personnes au bureau qui en avaient le plus besoin. Si vous voulez faire de la création, si vous voulez créer la relation entre les personnes, être présent physiquement, c'est mieux. Et là, au moment où nous parlons, le contact physique que nous avons, il est beaucoup plus puissant que le contact qu'on peut avoir à travers un écran. Si on faisait le même exercice par écran, il serait différent. Ouais. Alors je reviens une seconde quand même sur ce qui s'est passé ces jours derniers, puisque le président de la République a reçu aussi un rapport de Jean Tirole et d'Olivier Blanchard, dans lequel il se pose la question des emplois, et avec cette phrase très forte, il faut stopper la dangereuse hémorragie des emplois de qualité. Et est-ce que, avec votre plan social que vous avez lancé en France au début d'année, vous avez pas le sentiment que vous êtes un petit peu concerné par ce genre de remarques qui viennent non pas du président, mais des économistes qui ont remis ce rapport au président? Oui, la question des restructurations, des plans sociaux est une question très importante. Et d'ailleurs, c'est une décision qu'on prend toujours en dernier recours quand on est un industriel ou un entrepreneur. Donc, par contre, il faut comprendre qu'une industrie, une entreprise, c'est un organisme vivant qui doit s'adapter en permanence à son environnement.
notre environnement, il bouge considérablement. Donc, imaginez qu'une activité qui pouvait fonctionner il y a 50 ans puisse encore fonctionner, ça peut le faire dans certains cas et ça peut ne pas le faire dans d'autres cas. Là, c'est comme 10% de vos effectifs en France. Hein. Oui, mais ce qui est très Et important, c'est pas le premier, c'est pour ça. oui, mais ce qui est important, c'est de dire qu'au même moment, on investit massivement dans l'hydrogène, on investit massivement dans les imprimantes 3D, on investit massivement dans le digital, on investit massivement dans d'autres activités qui vont générer des centaines d'emplois et des milliers d'emplois dans les années qui arrivent. Et des emplois de qualité, je reprends le terme. Exactement, parce que c'est des emplois à très forte valeur ajoutée. Et donc derrière, il faut concevoir que l'industrie et Michelin notamment sont des organismes vivants. Il faut les laisser s'adapter, se structurer. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on quitte la France. Au contraire, on investit massivement en France. Justement, l'affaire, enfin, entre guillemets, Bridgestone a démontré que c'était très difficile de fabriquer en France des pneus qui coûtent pas cher. Est-ce que ça veut dire que vos principaux concurrents aujourd'hui, ils sont asiatiques et ils sont chinois, japonais, et parce que eux, ils peuvent fabriquer à bas coût? Notre industrie dans le pneumatique est une industrie qui est mondialisée depuis de nombreuses années et le mouvement d'un certain nombre de pays en Europe n'est pas nouveau. Nous faisons face à une concurrence mondiale énorme. Alors aujourd'hui, Michelin a encore 14 usines en France. Hein. Nous fabriquons des câbles, on ne le sait pas, mais on fabrique des câbles de très haute technologie, on fabrique des pneumatiques de très haute valeur ajoutée, les pneus de compétition, les pneus pour des véhicules haut de gamme, des pneus pour véhicules électriques. Nous fabriquons énormément de choses en France parce qu'il y a de la valeur ajoutée qui peut être extraite. Et puis on a la chance en France d'avoir de très belles infrastructures, d'avoir des gens qui sont très qualifiés. Et puis, c'est notre histoire, la France. Donc, on est toujours présent en France. Alors, Florent Ménégo, on va avoir maintenant le brief de Bain et les questions business. Eh bien, donc, c'est l'heure du brief de Bain. Donc, avec nous, Arnaud Leroy, qui est associé chez Bain et compagnie. Dans quel état se trouve Michelin et quels sont les défis qui se présentent? Bonjour Florent Ménégo. Bonjour Alain, comment allez-vous? Très bien. Quelques mots sur Michelin, la société que vous présidez depuis 2019. Tout le monde connaît Michelin, société créée en 1889 par deux frères du même nom à Clermont-Ferrand. Mais Michelin, c'est aussi 123 000 employés, 70 millions de budget de recherche et développement, 6 500 chercheurs et plus de 200 millions de pneus vendus chaque année dans le monde. L'année 2020 ne vous a pas épargné. Ni vous, ni vos collaborateurs. Vous avez fait un chiffre d'affaires de 20 milliards avec un EBIT d'1,9 milliard d'euros. Dans un contexte particulièrement volatile, le deuxième trimestre a été le pire trimestre et le troisième le meilleur trimestre que Michelin ait connu en plus de 25 ans. C'est sans doute pas un contexte idéal pour réfléchir à un nouveau projet stratégique, InMotion, pour 2030, que vous avez annoncé au marché en avril. Michelin vise une croissance organique de 5% par an, pour atteindre un chiffre d'affaires de 34 milliards à horizon 2030, avec un développement accéléré des activités en dehors du pneu. Peut-être 4 défis de notre point de vue à la vue de ce projet stratégique. Le premier, dans le pneu, avec la nécessité de renforcer l'innovation face à une concurrence, notamment asiatique, de plus en plus féroce et qui a gagné en qualité. Le second, autour du pneu, avec le développement de services, notamment digitaux, vous permettant de vous rapprocher de vos clients finaux. Et le troisième, au-delà du pneu, avec l'accélération de vos nouveaux métiers, l'hydrogène, le médical, les composites flexibles, combinant croissance externe et croissance organique. Au-delà de ces 3 défis, il y a un 4e sur lequel vous avez pris des engagements très très forts lors de cette annonce. C'est votre performance en matière ESG. Depuis plusieurs années, vous aidez les constructeurs automobiles à réduire leur empreinte carbone grâce à votre innovation. Là, il s'agit d'atteindre 40% de composants durables à horizon 2030 et 100% à horizon 2050. Bref, un bel agenda devant vous. Peut-être, si vous me permettez, une dernière question. Un de vos collaborateurs disait de Michelin, de l'extérieur, c'est un mystère et de l'intérieur, c'est un mirage. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à décrypter le mirage Michelin, s'il vous plaît? Un miracle, non, un mirage?
Un miracle. Un miracle. Un miracle. Un miracle. Un mirage, le miracle. mirage Je de Michelin. connaissais, Un je miracle. connaissais Vous le- connaissez un la miracle. phrase. Je connaissais dis donc. la- Une la- réaction la parce que phrase. la Oui, oui. citation reste belle. Non, mais bien sûr, Michelin, 124 000 personnes dans le monde. Nous sommes présents dans 174 pays. Nous avons 20 business lines. Nous avons 20 types d'activités différentes. Donc, bien sûr, il y a énormément de complexité. Donc, que ça marche au quotidien, ça peut paraître un miracle, effectivement. Mais en fait, il y a beaucoup de travail quand même, hein. Il y a beaucoup de développement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Michelin ne peut pas se réinventer de l'extérieur. Ça doit se faire de l'intérieur. Merci Arnaud Leroy. On va rebondir sur certains propos et vous allez voir, il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées par Arnaud Leroy donc, de Ben. Tout de suite, c'est la séquence business, bien sûr. Florent Menegaux, la question business, il y a beaucoup de points parce qu'il y a tout le côté électrique. Moi, je voudrais quand même revenir sur un petit point. Est-ce que vous pensez qu'on peut réindustrialiser la France aujourd'hui ? Pour reprendre ce que disait tout à l'heure Vincent Beaufils, est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui sans, j'ai envie de dire, licencier tous les gens qui n'ont pas de formation et en restant un pays que de gens extrêmement qualifiés ? Alors, la réponse directe et rapide, c'est oui, bien sûr. Je ne parlerai peut-être pas de réindustrialisation, mais d'industrialisation et d'investir dans des technologies d'avenir. Oui, bien sûr, la France a beaucoup d'atouts. La France a une très belle infrastructure, a des personnes très qualifiées, a une histoire, un savoir-faire cumulé qui est considérable. Donc, la France a énormément d'atouts. Donc, c'est simplement les conditions nécessaires pour faire ça. Pour moi, il y en a quelques-unes. J'ai d'ailleurs écrit ça dans une tribune. Et la première, c'est d'avoir une vision stratégique. C'est très important de choisir nos champs de bataille. Et en France, comme donc la France dans l'Europe, et puis l'Europe dans le monde. Donc, et la France toute seule ne réussira pas. La France réussira dans l'Europe, et l'Europe est la seule entité réellement de taille à faire face à la Chine et aux États-Unis. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est de travailler sur toute la chaîne autour des technologies d'avenir. Et donc, il y en a différentes. Ça va de l'intelligence artificielle aux imprimantes 3D, en passant par l'espace et puis d'autres. Et alors, Florent Menegaux, vous avez justement, par rapport à ces technologies d'avenir, présenté un ambitieux plan de transformation à l'horizon 2030. Et pourquoi vous avez décidé qu'à cet horizon-là, il y aura 30% de votre chiffre d'affaires qui sera fait en dehors, effectivement, des pneus, alors qu'aujourd'hui, il n'y a que 5%. Comment comptez-vous y arriver en, finalement, une demi-génération ? D'abord, c'est un retour aux origines. Il faut savoir que les origines du groupe Michelin n'étaient pas dans le pneumatique. Nous faisions des tas d'autres choses. Et nous sommes concentrés à un moment dans le pneumatique parce qu'il y avait énormément de croissance disponible. Pendant une dizaine d'années, nous n'avons pas connu de croissance. Et ça, c'était un signal que l'environnement concurrentiel s'était durci, que les marchés mondiaux étaient plus difficiles. Et en fait, quand on regardait notre chiffre d'affaires à l'échelle mondiale, on voyait des secteurs qui étaient en très forte croissance et puis des secteurs qui étaient en très forte décroissance. Et en net, ça faisait zéro. Et on a regardé tous nos savoir-faire. Et en faisant ce travail, on s'est rendu compte que nous avions des savoir-faire très intéressants dans des technologies sur lesquelles on n'attend pas Michelin et qui peuvent être très impactante pour nos clients et pour la société de demain. Je prends les secteurs du médical, de l'aérospatial. Vous allez voir Michelin dans des secteurs où vous ne l'attendez pas. On l'a montré récemment lors de Moving On, dans une nouvelle génération de voiles qui permettrait aux bateaux du transport maritime de... Voiles flottantes. Il faut vraiment bien le dire et articuler parce que Florent Menegaux, c'est sûr que quand on voit le président de Michelin, on se dit pas tiens, on va une énorme voile pour pousser des gros transporteurs. En plus, c'est pas un petit dériveur. C'est des voiles qui font plus de 500 mètres carrés chaque, et puis mais qui sont des structures gonflables. Ah, ben là, on retrouve l'historique du pneu, avec des matières qui sont à la fois souples et rigides. Là, on retrouve les flexibles composites, et puis qui utilisent beaucoup d'électronique parce qu'il n'y a aucun câble.
Donc tout est géré électroniquement. L'orientation de la voile par rapport au vent se gère électroniquement. On la voit derrière vous. On la voit derrière, voilà. C'est étonnant parce que pour les téléspectateurs, on a l'impression que c'est une forme de bibendum effilé. Oui. Voilà, c'est Bimendum qui se transforme. Bimendum, c'est le symbole de la mobilité. Et on voulait montrer à travers ce type d'innovation que Michelin était capable d'être dans d'autres modes de mobilité où on ne l'attendait pas. Mais vous allez vraiment le faire? Pour l'instant, on est très, très décidé à le faire. Alors bien sûr, il faut que, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui soient disposés à l'acheter. Ouais. Mais on a Michel Desjoyaux qui a l'air d'être très enthousiaste et qui veut construire un bateau. On va faire un premier prototype pour un bateau qui va bientôt traverser l'Atlantique. Vincent. Alors, on l'évoquait tout à fait au début de cette émission, vous avez une industrie en pleine transformation et effectivement, le moteur thermique va être abandonné justement dans ces 10 ans qui viennent. On ne sait pas si ça va être 2025, 2030. Et vous êtes tout à fait déviant dans cet environnement. Vous dites d'une certaine façon et assez avec force que la batterie, c'est une impasse. Pourquoi ? Et donc l'hydrogène est la solution, quoi. L'hydrogène est une solution indispensable et très complémentaire de la batterie. Mais pourquoi la batterie est une impasse ? Parce que la batterie à très grande échelle, et là on parle d'une volumétrie considérable pour faire toute l'autonomie dont la mobilité a besoin. Pour transformer un parc de véhicules à cette vitesse-là, il va falloir une quantité de batteries absolument phénoménale. Et ces batteries, aujourd'hui, la technologie fait que ces batteries, elles sont limitées en capacité, elles sont limitées en densité, elles consomment beaucoup de matériaux rares. Et donc derrière, le développement énorme de ce type de technologie va poser un problème de ressources. Très, très net. Et les technologies, quand on vous dit qu'on sera capable de recharger un plein en 10 minutes, nous, on pense que ce n'est pas avant l'horizon 2040 que ça sera possible. Donc, vous aurez des problèmes d'engorgement. Imaginez le départ en vacances avec que des véhicules à recharge batterie. Eh bien, déjà, vous avez des queues extrêmement longues quand il s'agit de faire un plein et ça dure quelques minutes. Imaginez s'il vous faut une demi-heure de recharge batterie le long des autoroutes. Très négatif, pardon. Et en même temps, il y a un paradoxe, puisque vous dites le pneu Michelin serait parfait pour les batteries. Donc d'abord pourquoi et comment vous vivez un peu cette dualité surprenante? Oui, alors j'ai juste complété le propos. Donc l'hydrogène est une très bonne façon de stocker de l'électricité. Vous ferez un plein de manière complètement normale et vous fabriquez votre électricité dans votre véhicule avec une pile à hydrogène qui vous fabriquera l'électricité dont votre véhicule a besoin. Donc l'électrification du parc, de notre point de vue, elle est inéluctable. La complémentarité de l'hydrogène avec la batterie, elle est indispensable d'un point de vue ressources et elle va se produire. Alors maintenant, pourquoi le pneumatique il est indispensable? Parce qu'un véhicule électrique se comporte très différemment d'un véhicule classique à composante thermique qu'on connaît habituellement. Parce que derrière, vous utilisez l'inertie du véhicule. Donc, quand vous déplacez votre véhicule, il a une certaine inertie pour recharger la batterie. Donc, le véhicule est très sollicitant pour les pneumatiques. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps en train d'accélérer ou de freiner. Et ensuite, le véhicule à batterie, il est plus lourd. Donc, derrière, il est plus sollicitant. C'est toujours le pneumatique qui porte tout ça. Hein. Et puis, il a beaucoup plus de couple. C'est-à-dire qu'il accélère plus franchement. C'est un couple très linéaire, donc il est très sollicitant pour le pneumatique. En gros, les véhicules électriques usent entre 20 et 30% de plus de pneus qu'un véhicule thermique. Ouais. Justement, vous avez signé contribué à beaucoup de tribunes où vous engagez justement sur la transformation durable, l'impact sur la croissance. Vous recyclez combien de pneus? Alors, grosso modo. Alors en France, 100%. 100%. 100% de l'équivalent de nos productions. On prend... après, en Europe de l'Ouest, c'est quasiment 100%. Il y a vers l'Europe centrale où on n'a pas encore tous les systèmes en place. Aux États-Unis, on est à 95%. Et puis, c'est plus difficile en Chine aujourd'hui où les systèmes sont plus délicats. Par contre, dans tous les pays du Sud, que ce soit l'Amérique du Sud ou l'Inde ou l'Afrique, il y a énormément d'économies de recyclage naturel. Ce qui fait que le pneumatique est conçu et perçu comme une ressource très intéressante pour fabriquer différentes choses. Donc là-dessus, on est moins pressé de trouver des solutions de recyclage. Mais le recyclage, c'est de l'économie circulaire. Donc on travaille énormément en ce moment avec des nouvelles technologies pour réutiliser le pneu, pour le faire devenir de nouvelles matières premières qui vont servir, des nouvelles matières premières nobles qui vont servir à d'autres industries
ou au pneumatique. Par exemple? Alors, on travaille sur la cryogénisation, c'est-à-dire qu'on décompose le pneu en mini-fragments qu'on va réutiliser dans le pneumatique ou dans d'autres industries. On travaille sur on passe par du froid pour faire ça, ou alors on fait de l'hyper chaud, où on retransforme le pneumatique en gaz. Et une fois qu'on l'a retransformé en gaz, ce gaz-là, on peut le traiter et redévelopper des huiles qui vont être très intéressantes ou d'autres types de molécules qui seront utilisables par d'autres industries. Au début du mois de juin, vous avez eu votre grand événement qui était classique, mais que là, vous avez fait depuis plusieurs pays du monde, au Canada, Singapour et bien sûr en France, qui s'appelle donc Moving On. Et en parallèle de ça, vous avez créé une coalition avec une dizaine de grands patrons français, étrangers, pour promouvoir quoi? Une industrie différente, une industrie propre, un capitalisme responsable? Je dis ça parce que les coalitions de patrons, en ce moment, ça foisonne. Alors, c'est une bonne chose, parce qu'en fait, dans le monde dans lequel nous allons et dans lequel nous sommes aujourd'hui, sur les sujets d'intérêt commun, c'est très important de travailler ensemble. On va beaucoup plus vite. Quoi. Vous avez besoin de coalition. Non, mais disons qu'on a des industries très complémentaires. Moving On, notre sujet, c'est comment on favorise la mobilité, plus de mobilité avec beaucoup moins d'impact pour plus de monde. Comment on fait ça? Eh bien, il vous faut des pneumaticiens, mais il vous faut aussi des constructeurs de voitures, il vous faut aussi des personnes qui fabriquent des logiciels digitaux, il vous faut des banques pour financer, il vous faut toutes ces personnes-là. Michelin n'a pas tous ces savoir-faire. Et donc, au sein de Moving On, pour accélérer le déploiement de ce type de technologie, eh bien d'ailleurs, on prend différentes industries qui vont contribuer positivement à développer cette nouvelle mobilité. Juste une petite question avant d'aborder la deuxième partie de cet entretien HEC. Le pneu sur lequel vous travaillez en ce moment, il est comment? Il est très différent de celui d'aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est un pneu qui va vous dire comment il se sent, comment il s'appelle. Il va vous dire si vous le conduisez bien ou pas bien, ou comment il aimerait que vous le traitiez. Il sera composé de matériaux 100% durables, c'est-à-dire que en fin de vie, le pneu n'aura aucun impact sur la nature. Il sera bien sûr connecté, et puis il ne crèvera plus, et puis vous pourrez le recharger uniquement pour votre besoin. Et alors il sera quoi? Un peu, beaucoup ou passionnément plus cher? Oui, voilà. Eh bien, tout l'enjeu, c'est d'arriver à avoir la même performance, un coût équivalent, et de le faire grâce à la technologie. Et je pense que c'est possible. Sacré défi. Heureusement, il reste une deuxième partie, Florent Ménégo, deuxième partie de cet entretien HEC. Tiens, on va d'abord essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils pensent, les étudiants de Michelin, du Bibendum Michelin. On va voir ça tout de suite. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Alors cette deuxième partie quitte le plateau de BFM Business puisqu'on va aller sur le campus d'HEC où effectivement il y a une série de réactions que vous allez entendre. À votre avis, la nationalité du leader mondial du pneu, c'est quoi? C'est des Français, des Japonais, des Américains? Ça doit être, j'hésiterais entre, je dirais français. Vous pensez à quoi? À Michelin. Il est français, c'est Michelin. Ce n'est pas Michelin? Tous les professionnels du secteur de l'industrie connaissent Michelin, mais au-delà du secteur, tout le monde connaît Michelin pour d'autres choses plus variées. Si on considère le point de vue d'un étudiant, je pense que beaucoup d'étudiants aimeraient travailler pour Michelin. C'est une entreprise qui a plutôt bonne réputation auprès de nous, auprès des futurs stagiaires et des futurs employés. Donc, Michelin, c'est des pneus, c'est aussi les cartes Michelin. Ça vous évoque des choses, ça? Ah oui, des souvenirs d'enfance. On a tous vu ça traîner dans les voitures de nos parents, de nos grands-parents, et essayer de les replier sans y arriver. Michelin, ça m'évoque Bibendum de base. Après les pneus, éventuellement le guide. Je crois que c'est une entreprise qui est assez engagée au niveau RSE et qui est beaucoup à l'international. C'est une bonne chose pour une entreprise d'être aussi diversifiée? Pour une entreprise en général, oui, c'est important, surtout de ne pas être dépendant d'un seul secteur.
Voilà, il peut y avoir simplement une crise du caoutchouc, par exemple, qui aurait un impact énorme sur les pneus. C'est très important. C'est des risques qui sont totalement différents. Ça permet d'avoir des marchés vraiment distingués et de s'adresser à des clients différents. Comment est-ce qu'une seule entreprise peut se concentrer aussi bien sur autant de domaines? Cela me surprend. Je ne comprends pas bien quel est le point commun entre ces différentes activités. C'est quand même lié au fait que les pneus c'est pour les voitures et que les cartes c'est pour les gens qui se baladent en voiture et que les restaurants peuvent être des lieux d'étape de ces trajets. Et du coup, si on arrive à trouver une cohérence dans tout ça, oui, c'est hyper intéressant pour une entreprise. Déjà de son point de vue pour limiter les risques. Depuis 2015, Michelin essaie de faire des pneus un peu plus écologiques, un peu plus verts. C'est une utopie ça de faire des pneus verts, c'est pas forcément le truc le plus écologique auquel on peut penser. Une utopie, non, certainement pas. Le pneu est certainement quelque chose qu'on peut remplacer synthétiquement par énormément de choses beaucoup plus écologiques. Je pense que cette industrie de l'automobile, de toute façon, il va falloir qu'elle se transforme. Donc c'est une bonne chose que des grosses entreprises comme ça qui ont des moyens puissent s'attaquer à ces défis et c'est, je pense, de là que vont venir les solutions. Malheureusement, j'aurais tendance à dire que l'industrie du pneumatique, même si elle est polluante, elle n'est pas destinée non plus à être arrêtée pour des raisons écologiques, pour des raisons économiques. Dans un véhicule, ce qu'on change le plus souvent, c'est les pneus et les plaquettes de frein. Donc si Michelin est en train de créer un pneu plus vert, je trouve cela fantastique, car l'impact écologique de l'industrie automobile est énorme. Et si un acteur aussi important que Michelin peut faire quelque chose, ce serait vraiment de la valeur ajoutée. Il y a l'environnement, il y a le social aussi. Michelin a annoncé des suppressions de postes, plusieurs centaines en début d'année, alors que Michelin est une entreprise qui se porte bien. Est-ce que c'est des choses qui vous choquent, qui vous surprennent? C'est pas quelque chose qui me choque particulièrement, parce qu'il faut bien comprendre que Michelin c'est aussi une entreprise. C'est pas uniquement une entreprise sociale. Je pense, le comparatif est simple avec Danone par exemple, qui a supprimé beaucoup de postes également, alors qu'Emmanuel Faber était encore PDG. Donc certes, l'entreprise a une responsabilité sociale, donc de donner de l'emploi et d'essayer de sauvegarder au maximum les postes. Cependant, il y a des fois des réalités auxquelles il faut faire face. C'est toujours un trade-off entre le social et la responsabilité éthique de l'entreprise et l'économique. J'imagine qu'il doit y avoir un intérêt économique. Donc sur ce point-là, oui, en tant que tel, pourquoi pas. C'est quelque chose qui pour moi, il faut essayer d'éviter autant que faire se peut, puisqu'évidemment... Il y a une réalité humaine derrière et s'il y a moyen ça dépend évidemment toujours de l'impact économique et du long terme. Si vous avez une question à poser au patron de Michelin, s'il est en face de vous. Est-ce qu'il a à manger dans tous les restaurants du guide ou est-ce qu'il a eu cette chance ou pas? Voilà, Florian Ménégo, si vous voulez, je sais pas, l'inviter ou lui envoyer un guide Michelin à cette jeune étudiante, on pourrait le demander à Cyril Ardo et Clémentine Impérial-Legrand qui ont réalisé ce micro-trottoir. Une réaction, on voit quand même le guide Michelin et les cartes Michelin, les gens sont encore attachés, même si c'est grands trucs qu'on déplie. Et justement, je me demandais si dans une industrie totalement digitalisée où il y a des GPS dans toutes les voitures, est-ce que vous continuez à vendre des cartes? Alors... Oui, la carte reste finalement l'écran le plus pratique si vous voulez développer un voyage, tout votre itinéraire sur un long voyage. C'est clair. Donc, par contre, effectivement, pour des petits trajets au quotidien, c'est pas le GPS. Par contre, nous développons beaucoup de contenu à partir du savoir-faire développé à partir de nos cartes, mais qu'on a digitalisé. Il faut se rappeler que Michelin, c'est la première entreprise au monde à avoir fait des cartes digitalisées. Michelin a fabriqué les Google Maps. C'est Michelin qui l'a fait. Michelin, via Michelin, était le premier à faire ça de manière digitale. Donc, cette activité-là n'est pas une activité énorme. Par contre, elle impacte beaucoup. Oui, on la conserve parce qu'elle impacte beaucoup les utilisateurs qui voient dans notre capacité à faire des sélections et finalement à aider les gens dans leurs déplacements. L'étudiante qui l'a dit l'a très bien résumé. Plutôt une bonne image, cela dit. Vous avez plutôt une bonne image de Michelin. Écoutez, je suis ravi que nous ayons cette image et puis je trouve qu'ils sont très au courant de ce qui se passe chez Michelin, donc c'est très bien. Oui, absolument. Allez, maintenant, c'est notre partie importante de cet entretien HEC, c'est face aux HEC. C'est cette dernière partie avant d'aborder la conclusion, Florent Ménégo. Donc, des alumni HEC vous ont posé des questions qu'on a sélectionnées. Vous ne pouvez pas tous les prendre, on en a retenu 6. La première question, elle est posée par Jean Triomphe.
Bonjour Florent Ménégo, Jean Triomphe, président du groupement HEC Automotive. Ma question sera assez simple. Au moment où le secteur automobile est confronté à une véritable transformation, sous l'impact de l'électrification, mais également du véhicule connecté et du digital, en quoi vous êtes directement concerné par cette transformation? Et est-il vrai que les véhicules électriques sont davantage consommateurs de pneumatiques que les véhicules thermiques? Et ensuite, pouvez-vous nous en dire plus sur les futurs services que vous imaginez autour du pneu connecté? Et cette évolution de votre offre au niveau technologique va-t-elle impliquer une augmentation des prix des pneus de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde? Merci. Alors sur la partie transformation électrique, on en a déjà un petit peu parlé, mais peut-être sur les 2 dernières questions, si vous pouvez répondre. Oui. Donc le véhicule, le pneumatique est en fait un des seuls objets critiques de la sécurité du véhicule qui ne parle pas aujourd'hui. Et vous avez tous eu la question de est-ce que vous avez vérifié la pression de vos pneumatiques? Et au moment où vous avez eu cette question, vous avez tous eu le stress ou l'anxiété de se dire mais comment je fais pour savoir quelle est la bonne pression que je dois mettre dans mes pneumatiques? Bon, cette chose paraît très simple et pourtant elle est critique pour votre sécurité. Eh bien, demain, le pneumatique, il vous dira automatiquement, voilà, je m'appelle comme ça, je suis telle dimension, et si vous regardez à telle page du manuel, vous saurez à quelle pression me mettre. Et en fait, je vais vous dire, mettez-moi cette pression-là et je fonctionnerai très bien. Et je serai content. Donc ça, c'est le pneu de demain. Il est demain, celui-là. Alors, deuxième question de Pierre Guittard. Bonjour, Pierre Guirard, société Wiz Group. C'est une question de Pro du Pneu à Pro du Pneu. Vous êtes à la tête d'un des plus grands groupes industriels français, une des marques les plus appréciées au monde. Vous fabriquez et commercialisez notamment des pneumatiques, un produit qui de prime abord représente plus la sécurité que la modernité. Ma question est simple et la suivante. En quoi le digital peut-il vous aider à changer finalement cette perception et à rendre votre offre plus impactante dans le futur? Alors, je salue le président de Wiz, que nous connaissons bien par ailleurs, parce qu'ils font une plateforme que nous utilisons, une plateforme digitale que nous utilisons et qui est très bien conçue. Donc, le digital, il impacte toutes nos activités, de la fabrication, en passant par le transport, dans la recherche et dans la commercialisation, et puis ensuite dans les pneumatiques. Donc, on utilise vraiment l'outil numérique partout, et ce que je dis tout le temps à toutes nos équipes, c'est que tout sera digital chez Michelin. C'est-à-dire que derrière, c'est un formidable outil pour être très, très proche d'une de nos valeurs fondamentales, qui est le respect des faits. Grâce aux données, nous sommes beaucoup plus efficaces, nous utilisons moins de matière, nous obtenons des pneus plus performants, nous allons plus vite au marché, nous utilisons moins d'énergie fossile. Donc le numérique, il est vraiment partout. Et le développement des plateformes, Michelin est un des grands pratiquants du numérique dans toutes nos activités. Alors la partie qu'on voit, c'est nous avons des sites où nous vendons des pneumatiques par Internet, mais nous sommes très avancés dans toute la digitalisation de tous nos process digitaux. On est probablement un des plus avancés au monde sur ces sujets-là. Et puis, Michelin a un département entier pour faire de l'intelligence artificielle qui va vous permettre de prédire les pannes machines, l'usage des pneus, etc. Par exemple, pour les constructeurs automobiles, nous utilisons maintenant des outils de simulation qui permettent de développer des pneumatiques pour un véhicule qui n'existe pas encore, et on ne le fabrique que lorsqu'il a été validé digitalement. Et bientôt, il nous parlera. Autre question de Vincent Baudouin. Bonjour, Florent Ménégo, Vincent Baudouin à Paris. Avec l'avènement de la voiture électrique, ce sont de nouveaux champs d'innovation qui s'ouvrent pour les grandes firmes industrielles et les ingénieurs du pneumatique. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie pour Michelin et quelles sont vos ambitions et vos points forts sur ces marchés? Merci, à bientôt. Oui, par rapport à des Bridgestone, je ne sais pas, par rapport à vos concurrents, qu'est-ce que vous avez de plus? En fait, nous avons travaillé sur ces questions-là depuis plus de 20 ans. Oui. Nous avons déjà déterminé depuis plus de 20 ans que la mobilité du futur serait électrique. Donc on a travaillé non seulement sur les technologies électriques à travers les piles à hydrogène, mais en plus sur des pneumatiques qui sont ce qu'on appelle basse résistance au roulement. C'est-à-dire qu'ils nécessitent
moins de carburant quand c'est en fossile, ou ils augmentent l'autonomie pour être parfaitement sûrs. Et en plus de ça, les pneumatiques Michelin, ils durent beaucoup plus longtemps que tous les autres pneus. Et donc, sur un véhicule électrique, le cahier des charges d'un pneu pour un véhicule électrique, c'est un pneu Michelin. Et nous sommes les seuls à avoir développé ces technologies aujourd'hui par rapport à tous nos concurrents. Donc tous nos concurrents, ils ont les technologies, le grand concurrent japonais a la technologie. Par contre, il ne l'a pas mise en œuvre aujourd'hui. Nous, on l'a déjà fait. Florent Ménégo, nous avons une 4e question de Noémie Escat. Bonjour, Noémie Escat, responsable opération. Michelin fait partie des quelques grands groupes français ayant fait le choix de défier la forte centralisation en Île-de-France en conservant, entre autres, son centre de technologie en Auvergne. Dans le cadre de la diversification de ses activités, pourriez-vous nous expliquer comment Michelin participe à construire des nouveaux pôles de compétitivité et quelles sont les actions conjointes entreprises avec la région Auvergne-Rhône-Alpes? Merci. Alors j'aime beaucoup cette question parce que Michelin est une entreprise des territoires. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Merci, merci. Michelin est vraiment ancré dans les territoires et une usine de pneumatiques, elle est toujours dans un territoire. Et le siège de Michelin, comme son centre de recherche, sont à Clermont-Ferrand pour des raisons historiques et puis aussi parce que derrière, on peut très bien diriger les activités dans le monde à partir de Clermont-Ferrand. Alors, concrètement, ça se traduit par quoi? C'est-à-dire que nous avons toujours, dans tous les endroits dans lesquels nous sommes, une relation très étroite avec les autorités départementales, régionales quand elles existent, ou nationales. Et Michelin est à la fois clermontois, à la fois auvergnat, à la fois dans l'Auvergne-Rhône-Alpes et en France. Mais vous avez vraiment développé quelque chose de spécifique avec la région dans un... On a développé plein de choses avec les régions. Donc je ne veux pas être trop long, mais on a investi récemment dans un centre de recherche ultra moderne où on a mis plus de 350 millions d'euros dans une nouvelle génération de bâtiments qui vont permettre à nos chercheurs du monde entier d'être très efficaces dans leur innovation. Nous avons développé notre nouvelle pile, nouvelle génération de piles à hydrogène dans une usine qui sera dans la banlieue lyonnaise à travers une co-entreprise que nous avons fabriquée avec Forestia. Symbio, oui. Symbio. Nous avons dans Clermont-Ferrand une usine, une des premières usines du groupe qui s'appelle, dans le petit nom est Catarou, qui va se transformer en un pôle de technologie sur les biomatériaux durables, qui va se transformer en pôle digital et en manufacture des talents, c'est-à-dire qui va s'occuper d'entretenir le développement des talents des 125 000 collaborateurs de Michelin et en même temps de permettre à toutes les ETI, PME, PMI autour de nous de pouvoir disposer d'outils de formation ultra performants. Vous avez juste un petit point. Vous avez encore combien d'usines en France? 14. 14. Et vous allez rester à 14? Ça dépend des conditions de marché. On en ouvre, on en ferme, on restructure les activités, mais aujourd'hui, on n'a pas de plan précis, mais je ne prends jamais d'engagement définitif sur cette question-là, parce que d'abord, c'est une question très sérieuse et très grave, et ensuite, derrière, je ne sais pas comment les marchés vont évoluer. Michelin s'adapte en permanence. Michelin n'abandonne jamais la France, et je voulais rappeler quand même quelque chose que je n'ai pas eu le temps de dire, mais je voulais rappeler quand même. Nous faisons des restructurations responsables. C'est-à-dire que chaque personne qui est concernée par une restructuration, chaque personne est suivie individuellement. On lui propose un projet professionnel, d'abord chez Michelin, si possible chez Michelin. Si la personne ne le souhaite pas, ensuite on l'accompagne dans ce développement professionnel. Sur plus de 3 ans, c'est-à-dire qu'une personne qui est concernée par une restructuration peut toujours revenir chez Michelin si le job qu'elle a trouvé ne lui convient pas. Et le deuxième engagement que nous prenons, c'est de revitaliser au moins autant d'emplois que ceux que nous avons détruits sur un territoire donné. Et nous l'avons toujours fait. Et nous avons donc recréé des dizaines de milliers d'emplois là où on en avait détruit des dizaines de milliers. Donc derrière, nous on est sur le zéro net en termes d'emploi depuis des années. Avant-dernière question, parce que la dernière, je l'ai laissée à Vincent Beaufils, vous allez comprendre. Julien Lossier. Bonjour Monsieur Ménégo. Vos équipes ont développé des scénarios pour un futur durable, pour adapter votre stratégie et vos innovations à la crise climatique, à la crise des ressources, à la crise de la biodiversité.
Mais vos clients n'en sont pas là. Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui accompagner les constructeurs vers des gabarits plus légers, les transporteurs vers plus d'économies de fonctionnalité et les miniers vers plus de décarbonation? C'est une question de choix de clients. Comment portez-vous la responsabilité du choix des clients quand ceux-ci sont porte-à-faux avec votre stratégie? Bonne question, hein, celle-là. Est-ce que vous allez dire, non mais toi, je ne veux pas te donner de pneus parce que tu es trop polluant? On ne choisit pas réellement nos clients, mais par contre, on promeut très fortement nos innovations partout et en permanence. Et on est toujours une force de proposition. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de nos clients aiment travailler avec nous, parce que derrière, ils savent qu'ils ont en face d'eux un fournisseur qui sera extrêmement diligent dans son innovation. Et on est toujours en avance de phase. Alors quelquefois, quand on est trop en avance de phase, il faut attendre longtemps. Les pneus qui font consommer moins de carburant, on les a développés dès 1992. Au moment où on les a développés, je me rappelle d'une émission de télévision célèbre de l'époque qui disait « Mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise ?» Or, un pneu, c'est 1 plein sur 5. 1 plein sur 5 dans votre voiture, c'est uniquement le pneu qui le fait consommer. Et donc, il y a un impact très important de la consommation du pneumatique. Sur un véhicule électrique demain, le pneumatique, il va vous faire économiser du poids de batterie ou augmenter votre autonomie. Et ça, c'est des technologies sur lesquelles les constructeurs peuvent mettre du temps à les adopter, mais progressivement, ils se rendent compte de l'intérêt. Alors, Florent Ménégo, la dernière question des alumni HEC d'Antoine Bully. Bonjour Monsieur Ménégo, je suis Antoine Bully, General Manager de Lime à Paris. Et j'avais une question, Michelin investit beaucoup dans l'hydrogène. Est-ce qu'il est prévu de développer des trottinettes à hydrogène Michelin, bien sûr avec des pneumatiques de la marque? Merci beaucoup. Trottinette à hydrogène pour Vincent. Qu'est-ce que vous en pensez, Florent Ménégo? Alors aujourd'hui, nous ne travaillons pas trop de Lime, hein, il faut dire. Bon. Oui, aujourd'hui, nous ne travaillons pas sur cette technologie, mais j'ai vu des personnes qui fabriquent ce type de technologie. C'est de la miniaturisation de piles à hydrogène. Aujourd'hui, on n'est pas sur ce créneau-là. On travaille plutôt sur des gros engins jusqu'à la voiture, mais on n'est pas sur la trottinette. Mais je dirais, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, j'ai pas de limite dans la vision, et dans la croyance que la technologie peut faire énormément de choses. Avec l'intelligence humaine. Vaste sujet. Alors, Florent Ménégo, on arrive maintenant au terme de cette émission. On va la conclure avec quelques questions plus diverses, un peu plus loin de l'univers automobile. Edwige, c'est à toi la première. La conclusion, c'est des questions un peu plus sur les personnes. Alors, on a vu qu'il se passait beaucoup de choses au niveau de la gouvernance, malgré tout, de groupe Michelin. Et le dernier membre direct de la famille Michelin, qui est en plus là depuis des années, Michel Rollier, a donc quitté, a tiré sa révérence. Et c'est une femme, Barbara Dalibard, mais on va y revenir, qui a pris sa succession. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Michel Rollier, il est arrivé après cet élément dramatique de la mort d'Édouard Michelin. Il a tenu le groupe, il a nommé Jean-Dominique Sénard, qui lui-même vous a nommé, donc c'était un pilier. Est-ce que ça veut dire que la culture familiale qui incarnait un peu Michelin est en train de disparaître, et après tout, c'est l'évolution normale? Les valeurs qui ont fait le succès de Michelin et la culture de Michelin restent intactes. Par contre, Michelin est une entreprise moderne qui s'adapte en permanence à son environnement. Et c'est ça le secret de la longévité. Ça fait 130 ans que Michelin existe. Et là, vous ne répondez pas à ma question. Michelin existera dans les 100 prochaines années. Alors maintenant, oui, Michel Rollier est parti et il a été extrêmement impactant pour le groupe. Il a mené des transformations très fortes. Et moi, j'ai eu la chance de le côtoyer pendant de nombreuses années au sein de Michelin. Et je le remercie pour sa confiance, parce qu'il a participé à ma nomination. Le côté familial du Michelin, qui était quand même ce qui vous caractérisait, enfin du moins ce qui caractérisait le groupe, est-ce que est-ce que une page est tournée? C'est l'époque, le temps, tout ce que vous voulez. Nos valeurs qui ont été portées par nos fondateurs, la famille Michelin, sont intactes, sont là, elles sont présentes, et il n'y a aucune raison qu'elles changent, parce qu'elles ont fait notre succès et elles feront notre succès demain. Et notre culture, elle s'adapte dans certains comportements, mais fondamentalement, elle ne change pas. Donc, mais Michelin, techniquement, n'est plus une entreprise familiale, même si ce qui nous porte, la manière dont nous fonctionnons, a beaucoup d'attributs de ce qu'on appelle une entreprise familiale.
Alors, pour remplacer Michel Rollier, Edwige, il faisait allusion tout à l'heure, vous avez décidé, en tout cas les actionnaires ont décidé que ce serait une femme, Barbara Dalibard, dans le concert d'éloges qu'elle a eu dans Challenge il y a quelques semaines au moment de son arrivée. Il y avait le vôtre également. Mais est-ce que, au-delà du choix de la présidente du conseil d'administration, le fait d'avoir une femme dans cette instance est quelque chose qui était important pour vous, alors que par ailleurs, il y a beaucoup de discussions sur la place des femmes dans les organes dirigeants, pas simplement dans les conseils d'administration, qui sont quand même source de discussion dans les grandes entreprises françaises. Alors Michelin était déjà en avance, puisque nous avions déjà 45% de membres féminins dans nos organes de gouvernance, notamment le conseil de surveillance. Et puis, le comité exécutif a aussi 45% de femmes. Vous êtes à 45%, parce oui, que nous avons, le petit sera 30 puis 40, donc ça veut dire que vous êtes très en avance. 4 femmes sur 11. Ouais. Donc, oui, on est en avance sur ça. Après, derrière, dans la pyramide, c'est plus compliqué parce qu'on a des difficultés pour attirer des femmes dans l'industrie. Maintenant, ce qui a conduit au choix de Barbara Dalibard, c'était pas tant qu'elle soit femme, ça c'est très bien, mais c'était d'abord parce qu'elle était la plus compétente. Elle avait le plus d'expérience de Michelin, elle avait été très impliquée dans l'innovation de chez Michelin, ce qui est le cœur du réacteur. C'est ça le lien entre toutes nos activités. C'est notre recherche, notre connaissance profonde des matériaux qui nous permettent de fabriquer des flexibles composites. C'est ça le cœur de notre savoir-faire, c'est ça qui tient toutes nos activités. Eh bien, Barbara Dalibard était la plus compétente. Et donc, au moment du choix de la présidence du Conseil, les membres du Conseil ont naturellement proposé sa nomination, qui était acceptée par les actionnaires, parce qu'elle était la plus compétente. Et donc, globalement, la nouvelle loi qui va maintenant dans les comités de direction, ça vous va bien? C'est pas simplement parce que vous avez déjà 40%, mais est-ce que c'est quelque chose que vous soutenez, que vous accompagnez? Sur le principe, oui, le monde, il a un peu plus de 50% de femmes et un peu moins de 50% d'hommes. Donc Michelin, qui est une entreprise mondiale, a besoin d'avoir une représentation équilibrée d'un point de vue de mixité, mais pas uniquement. La mixité est importante, mais il y a aussi toute la diversité. Les cultures, les âges, tout ça doit être représenté de manière équitable dans toute l'entreprise. Donc oui, je suis favorable à ces mesures-là, même si je n'aime pas le fait de légiférer sur des scores à atteindre. Parce qu'en fait... sinon, on ne fait pas bouger, on se retrouve à la situation d'aujourd'hui. Voilà, donc le gouvernement a pris cette décision, c'est très bien. La loi Copé-Zimmermann a fait que les choses ont bougé. On était déjà là, et moi j'ai des femmes extrêmement compétentes, et c'est pas uniquement parce qu'elles sont femmes, hein, elles sont extrêmement compétentes. Ouais. Un mot pour conclure sur le mouvement MeToo et ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a vu il y a quelque temps, c'était je crois au mois d'avril, une position extrêmement forte que vous aviez eue à la suite de harcèlement. Vous aviez fait des enquêtes. Il y avait eu dans une entreprise comme la vôtre 157 signalements qui avaient été faits. Ça paraît beaucoup, mais en même temps, de votre côté, vous avez dit il y a tolérance zéro pour le harcèlement. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez été bien entendu compris, mais est-ce que autour de vous, dans l'entreprise, c'est un message qui a été très bien reçu, notamment pour les managers que ça mettait en difficulté? Sur le fond, oui, le message a été bien reçu. Simplement, ce qui est embêtant, c'est que je sois obligé de prendre la parole là-dessus parce que je m'adressais d'abord aux victimes du harcèlement. Le harcèlement, il a différentes formes. Il peut être du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel, enfin différentes formes de harcèlement. Mais toutes les formes de harcèlement sont mauvaises. C'est-à-dire que derrière, il faut les combattre. Et ce qui m'a gêné, c'était de voir qu'il y avait des victimes de ce harcèlement qui n'utilisaient pas tous les outils qu'on a mis à disposition de chacun pour qu'ils puissent exprimer les difficultés qu'ils rencontraient. Et donc mon message, c'était pour dire aux gens, exprimez-vous, vous serez protégés. Et depuis que j'ai exprimé ce message, il y a beaucoup plus de gens qui s'expriment. Alors maintenant, c'est compliqué parce il faut distinguer le harcèlement de l'exigence. Et donc là, il peut y avoir à certains moments des personnes sur lesquelles on exerce de l'exigence et qui considèrent ça comme du harcèlement. Donc ce sont des questions complexes. Par contre, pour moi, c'est insupportable d'avoir un décalage entre nos valeurs et puis le comportement dans l'entreprise. Maintenant, nos managers, ils sont soumis à beaucoup de stress. Et la vie moderne nous soumet à beaucoup de stress. Et donc,
il faut aider nos managers, et on met en place tous les outils pour aider nos managers aussi à faire face à ce stress sans que ça s'exerce au détriment de la santé morale ou physique des individus qu'ils managent. Grand enjeu d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Florent Menegaux, d'avoir accepté de participer à cet entretien HEC. Merci. Merci à vous. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.